Bonjour et bienvenue dans cette deuxième journée consacrée à ces journées digitales et européennes de la mobilité. Nous avons un premier webinar et pour ce premier webinar, nous allons traiter de la thématique pourquoi et comment accompagner efficacement les entreprises dans le verdissement de leur flotte. Et pour nous accompagner sur cette thématique, nous avons deux personnes de chez LeasePlan. LeasePlan France. Donc, tout d'abord, Catherine Milne, qui est responsable commerciale et opérations et business intelligence chez LeasePlan France. Et puis, Cyril Châtelet, qui est directeur commercial et marketing de LeasePlan France. Bonjour à tous les deux. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Alors, Catherine, on va peut-être vous demander de vous présenter un petit peu plus. Ensuite, on demandera à Cyril de faire le même exercice. Et puis, vous nous parlerez un petit peu de LeasePlan France. Ça marche. Catherine, s'il vous plaît. Bonjour Yves, donc bonjour à tous. Donc, je suis responsable de l'ingénierie commerciale chez LeasePlan France, qui regroupe notamment le consulting, le pricing et le support des ventes. Donc, toute l'équipe accompagne la transition énergétique et notamment le verdissement des flottes, puisque c'est vraiment la thématique clé de notre stratégie. Ça tombe bien, c'est la thématique d'aujourd'hui. Absolument. Donc, je suis ravie de répondre à toutes vos questions. D'accord. Cyril, maintenant. Bonjour, donc Cyril Châtelet, je suis le directeur commercial et marketing de LeasePlan. Je suis tout frais vermoulu de chez LeasePlan, puisque je suis arrivé le 18 février et confiné 3 ou 4 semaines après. Vous posiez la question sur LeasePlan, qui on est et comment ça fonctionne. LeasePlan est une jeune entreprise de 50 ans, puisqu'on a été créé en 1963. On est le leader mondial sur la partie location longue durée, avec un peu plus d'1,9 million de véhicules qui sont en flotte et qui sont à la route. Et on a dans nos gènes cette volonté effectivement d'avoir le verdissement des flottes comme axe de développement. On est créateur et fondateur cofondateur du club Ivisan, qui regroupe plusieurs entreprises qui justement travaillent dans ce domaine-là, avec un objectif à horizon 2030 d'avoir des flottes à zéro émission. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dans les gènes de la boutique. Alors, je crois, premier loueur mondial toujours. Oui. En termes de véhicules dans le monde. Oui. D'accord. Sur l'Europe, vous êtes premier aussi ou Je n'ai pas les chiffres Europe, là vous m'excuserez. En France, c'est clair qu'effectivement, on est challenger parce qu'il y a des loueurs techniques autres qui sont présents, puis il y a les captives. Et puis il y a les captives. Voilà, donc, mais on est bien, ça nous va bien comme position. On a le couteau entre les dents et envie de bien servir nos clients. Donc, En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est leader européen avec justement notre solution de mobilité électrique qu'on a pu développer dans 18 pays. D'accord. Puisque c'est le thème de la journée. Alors, on va faire un petit retour arrière, puisqu'on est dans une période, sort tout juste d'une période difficile. Comment on a vécu le confinement et cette crise sanitaire chez LeasePlan? Alors, chez LeasePlan même, mais surtout vis-à-vis des clients, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Ils sont restés tout seuls à attendre, ou je suppose que vous les avez appelés, que vous avez mis des choses en place? Oui, c'est d'abord quelque chose d'inédit pour tout le monde. Donc de toutes les façons, on a dû faire face à quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc on a appris en marchant. La première des choses, c'était de mettre nos collaborateurs en sécurité. Ça, c'était clé et c'est quelque chose qui est aussi dans les gènes de la boutique. Donc une fois qu'on a mis les collaborateurs en sécurité, on s'est assuré de développer tous les outils de télétravail qui permettent de pouvoir interagir avec nos clients. Et on les a accompagnés au quotidien parce que la LLD a cette particularité d'avoir cette flexibilité, notamment dans la gestion des contrats en fonction du kilométrage, la durée. On a eu énormément de questions et puis on a travaillé à continuer à les tenir informés sur l'évolution d'un certain nombre d'éléments liés à la fiscalité. Les équipes de Catherine ont travaillé aussi effectivement dans ce domaine. Donc, on a mis les équipes en sécurité, on a accompagné nos clients pendant toute cette période-là. Et puis là, on se déconfine comme tout le monde petit à petit depuis le 11 mai, avec des équipes qui reviennent au bureau. Et on s'équipe pour se structurer pour demain avec un télétravail qui sera plus structurel, ça c'est clair, pas 100% comme on connaît là en ce moment, avec un équipement de tout le monde en laptop et en tout cas en PC portable, de la téléphonie. On a changé aussi nos serveurs vocaux interactifs pour qu'ils soient dans le cloud, comme on dit maintenant, de manière à mieux répondre. Donc en ce moment, on a quelques réglages qui sont à faire, évidemment, hein, quand on change et tout le monde prend des nouvelles habitudes. Mais voilà, donc on les a accompagnés tout au long et on s'est efforcé. Et là, on fait face à un surcroît d'activité, clairement, où tout le monde a besoin de son véhicule ou neuf ou d'effectuer la maintenance de son véhicule. Et donc là, on se structure, on renforce aussi les équipes
pour pouvoir mieux répondre, pour pouvoir apporter une qualité de service qui soit en ligne avec les attentes. Donc c'est vraiment ce qu'on s'efforce de faire. C'est notre quotidien aujourd'hui, c'est de s'efforcer à répondre à la demande, sachant que on a des réglages à faire ici ou là. Alors, il y a eu des changements, il y a eu effectivement une évolution de la fiscalité avec des aides qui ont évolué, notamment sur les véhicules électriques. Mais quand on est client LeasePlan, on a des loyers à payer, on a des entretiens à faire, on a des contrats qui arrivent à échéance ou qui doivent être renouvelés. Comment ça s'est passé pour vos clients? Vous avez pour faire des prolongations? Vous avez, Exactement. Alors, en fait, le point, c'est que une des forces de LeasePlan, c'est de vouloir faire du sur-mesure aussi. C'est-à-dire qu'on a pris en compte le cas de chaque client, on a regardé quelles étaient ses demandes, on a regardé ce qui était le plus adapté pour chacun dans cette période-là. Et donc voilà, des fois, effectivement, il y a des modifications de contrat qui ont été effectuées naturellement, parce qu'il y a aussi le phénomène que les réseaux étaient pas opérationnels, donc on ne pouvait pas forcément prendre la livraison de son nouveau véhicule. Donc ça, ou faire les entretiens. ou faire les entretiens, ce genre de choses. Donc on les a accompagnés de cette manière-là, qui permet justement aussi de pouvoir adapter son budget mensuel pendant la période qu'on a connue. Donc c'est la vertu du produit LLD de toutes les façons. Alors certains loueurs ont été jusqu'à décaler les paiements sur 3 mois. Vous êtes allé jusque-là ou Il y a des cas où, en fait, ce qu'on a surtout fait, c'est effectivement de la modification de contrat, parce qu'on l'a adapté au couple durée-kilométrage qui convient le mieux au client. C'est-à-dire que pendant cette période-là, les véhicules ont moins roulé, d'accord? Donc, forcément, effectivement, quand un véhicule roule moins, il y a moins de consommation. Donc, on a fait en sorte d'adapter. Et ça a permis justement de pouvoir accompagner financièrement les clients. Et puis, dans certains cas, oui, on a pu faire des décalages de paiement avec un contrat qui est prolongé de manière à pouvoir les accompagner. comme un petit peu comme des grilles de fluidité qui ont Exactement. évolué au fil du temps? Oui, mais c'est la force des produits qu'on a aussi chez LeasePlan. Alors ça, c'était la crise. Ouais. Donc on est en train d'en sortir. Qu'est-ce qui est pour les véhicules propres? Donc vous le disiez, Catherine, on a des nouvelles règles. Est-ce que vous poussez un peu plus les nouveaux clients du coup vers ces véhicules verts, ou vous essayez d'en mettre, ou ou alors est-ce que le client dit moi je veux tel type de motorisation, ou comment ça se passe pour ceux qui arrivent ou ceux qui sont en renouvellement? Oui. Alors, ce qui est très important, c'est que c'est une année de transition. Donc, effectivement, même s'il y a des nouvelles règles qui sont applicables depuis le 1er juin, il y en a eu d'autres justement avant. Donc, avec l'évolution du bonus aussi qu'on a eu en début d'année, comme vous le savez, il y a eu justement aussi la loi Café pour les constructeurs et notamment les nouvelles normes aussi, WLTP, au 1er mars. Donc, on est ravis effectivement que le gouvernement ait présenté de nouvelles mesures en faveur aussi de la révision du bonus, et pas seulement aussi que sur l'électrique, mais aussi sur l'hybride rechargeable, qui était attendu également, donc avec justement la prime de 2 000 euros. Qui avait disparu des primes. Voilà, absolument. Donc là, on sent bien que voilà, tout l'écosystème est vraiment en marche pour accompagner les clients vers la transition énergétique. Ça va faire plaisir à M. Macron. Tout à fait. Alors, vous êtes en marche. En marche, bon, je ne ferai pas de polémique gouvernementale, pas du tout. Mais en tous les cas, on a besoin du gouvernement, des aides pour accompagner aussi nos clients, parce que nos clients aussi souhaitent trouver le juste équilibre entre, là aussi, leur budget automobile. Ils ne veulent pas payer plus cher, ça c'est certain. Et ils veulent effectivement aussi réduire l'empreinte carbone, parce que ça fait partie aussi de plus en plus de leurs ambitions. C'est une responsabilité aussi de chacun, donc c'est aussi très important aussi de pouvoir accompagner leurs conducteurs, tout en continuant de satisfaire aussi leurs collaborateurs, parce que la voiture, comme vous le savez aussi, est toujours un élément de motivation et le restera pour longtemps. Alors c'est plutôt sur les... Alors il y a une disparité des parcs, il y en a qui sont plus utilitaires et d'autres plus VP, mais c'est une tendance qui évolue plus sur l'utilitaire, parce que maintenant on commence à avoir une gamme d'utilitaires électriques, ou plus sur les VP, et plus particulièrement sur les hybrides rechargeables, puisqu'on commence aussi à avoir des catalogues intéressants. Clairement, c'est plus sur les VP pour le moment, parce que on parle de comment accompagner sur le verdissement des flottes. Aujourd'hui, globalement, hein, Catherine, il faut 1 an, si je ne me trompe pas, pour que cette démarche arrive dans les entreprises, parce que c'est quelque chose de complexe.
C'est complexe fiscalement, c'est complexe d'un point de vue réglementaire, c'est complexe parce que quelle est la bonne batterie ou quel est le bon véhicule en fonction de mon usage, comment mes collaborateurs vont pouvoir se recharger au fil du temps, que ce soit du 100% électrique ou du plug-in hybride. Donc, de manière générale, ce qu'il faut et ce que l'on fait, c'est qu'on les accompagne là-dessus, et c'est plutôt sur le VP parce qu'il y a aussi l'offre qui crée la demande. Donc, l'offre est plus importante sur le VP qu'elle ne l'est sur le véhicule utilitaire. Donc, sur le véhicule utilitaire, nous, on a eu des expériences avec des partenaires, mais ça reste embryonnaire pour le moment et ça va s'accélérer avec les offres des constructeurs. Ce qu'on a d'ailleurs fait, nous, c'est que, à l'initiative de Catherine et des équipes, on a, pendant cette période de confinement, contacté les constructeurs pour qu'ils puissent former nos équipes en webinar à leurs produits hybrides, plug-in hybrides et véhicules électriques, pour qu'on sache quelles sont les gammes, pour mieux conseiller nos clients dans la constitution de leur carte policy. Parce que, comme l'a très justement dit Catherine, c'est une équation à trois, c'est-à-dire qu'il y a une équation budgétaire, il y a une question qui est clé, qui est la satisfaction aussi effectivement des utilisateurs, et puis il y a derrière cette volonté de réduire l'empreinte carbone, qui est aussi forcée par le législateur aussi, faut être clair sur le point, et donc il faut apporter le bon conseil. Donc là, pendant ces quelques semaines, on a passé du temps avec les constructeurs pour comprendre quelle était leur gamme, à quel moment elles allaient arriver, quel était le produit le mieux adapté en fonction des clients, pour répondre justement au mieux à nos clients. Alors sur la question budgétaire notamment, donc ça c'est côté client, mais côté loueur, il faut calculer le bon TCO, et dans le TCO, il y a la fameuse valeur résiduelle. Alors autant sur les essences et les diesels, c'était quand même largement maîtrisé, parce que les loueurs connaissent ça. Sur l'électrique, ça commence un peu sur certains modèles, je dirais. Vous allez peut-être me détromper. Sur les hybrides rechargeables, on ne sait pas encore trop. Et donc, comment, pour le loueur, il faut aussi qu'il fasse le bon calcul pour ne pas récupérer des véhicules qui vont se retrouver avec des valeurs résiduelles complètement. Quand on voit par exemple l'évolution du modèle Zoé quand on est à sa 4e ou 5e génération, une Zoé 3, je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui en termes de valeur de revente, alors que ça a pu être acheté il y a 4 ans. Mais comme tout, Yves, ça passe par plusieurs itérations. C'est-à-dire qu'il y a des phases de test, d'apprentissage, et puis après, on grandit, et puis on se nourrit de tout ça. À un moment donné, de toutes les façons, il faut bien se jeter dans l'eau. Ça, c'est un vrai point. Et puis, dans les approches qu'on a aussi, nous, on s'efforce d'apporter énormément de services aussi aux clients pour être sûr, quand on constitue la carte policy avec le client, d'avoir la bonne offre qui correspond à son besoin. J'insiste là-dessus parce que on pourrait se méprendre. L'électrique à 100% n'est pas forcément pour tout le monde. Le plug-in hybride non plus. Le diesel encore et les motorisations thermiques ont aussi quelques jours devant eux. Un gros rouleur, il est évident que c'est un véhicule, en thermique, c'est quelque chose qu'il va continuer à utiliser. Donc c'est une alchimie de tout. Vous savez, c'est un portefeuille, mais... Tout à fait. Alors, au sein de l'ingénierie commerciale, on réalise des benchmarks, on réalise effectivement beaucoup d'études, comme vous le savez. On constate en tous les cas une amélioration du TCO. Ça, c'est certain, depuis déjà 2 ans, mais depuis aussi l'année dernière. Donc, grâce aussi à tous les efforts, encore une fois, aussi des constructeurs, à nos efforts aussi, donc en tant que loueur, pour justement permettre aux clients de pouvoir aussi prendre des décisions budgétaire et surtout s'adapter en fait à l'usage qu'auront les collaborateurs. Donc il y a vraiment, une phase en fait transitoire, et on est vraiment là encore une fois pour les accompagner à trouver justement là où les solutions qui peuvent s'adapter justement à leur nouvelle politique, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, mais c'est que le verdissement de la flotte impose aussi une évolution de la politique et de la plupart des politiques véhicules des entreprises. Et ça va au-delà du véhicule. Je peux me permettre, ça intègre la politique voyage. Et de plus en plus, on parle de mobilité au sens large et pas uniquement de la voiture. Je suis un convaincu. Le Total Christophe Mobility, vous connaissez bien. J'ai fait un dessin. Alors, quand on est un loueur aussi, qu'on met de plus en plus de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables à la route, ça oblige aussi à revoir ces réseaux traditionnels d'entretien, puisque ça demande l'entretien ne se fait pas de la même façon, pas aux mêmes périodicités. En principe, ce sont des véhicules, notamment les électriques, qui ont besoin de moins d'entretien.
Ça oblige aussi à se reconfigurer par rapport à... Alors, il y a toujours les réseaux de constructeurs, ça c'est bien, mais bon, vous travaillez aussi avec des prestataires, d'autres prestataires qui sont agréés d'ailleurs pour l'entretien. Est-ce que ça modifie la carte, les points de relais, les points d'entretien? Fondamentalement, non. En tout cas, dans l'état actuel, non. Ils savent Nous, s'adapter aux nouvelles technologies. on travaille avec l'ensemble des acteurs de la filière automobile sur le sujet. Après, on est sur une phase de démarrage. C'est ce qu'il faut aussi effectivement avoir en tête. On voit que les commandes et la part de l'électrique et du plug-in hybride augmentent massivement avec une baisse du diesel. Même là, depuis le déconfinement, on a une demande qui est beaucoup plus forte sur les véhicules hybrides et sur le plug-in hybride. Mais fondamentalement, on continue à travailler avec les réseaux et l'ensemble des réseaux parce que les réseaux s'adaptent aussi. Tout le monde le fait. Donc, sinon, oui, voilà, c'est une question aussi effectivement de poursuite et de pérennité des activités. Alors toujours sur l'enveloppe budgétaire, on dit que peut-être vous allez me démentir, on dit que les hybrides rechargeables coûterait en TCO pas plus cher qu'un véhicule thermique. Alors les électriques c'est différent, mais qu'on arriverait bientôt à des tarifications équivalentes. Est-ce que c'est un leurre, Encore une fois, ça dépend de l'usage. Donc tout n'est pas comparable du tout. Donc ce qui est important vraiment de souligner, c'est déjà l'évolution effectivement de ces véhicules hybrides rechargeables. En termes de conditions, même on voit aussi déjà un commencement d'alignement avec les véhicules thermiques. Donc ça, c'est vraiment un grand effort aussi qui sont faits aussi par les constructeurs. Donc bon, voilà, c'est important de le souligner. Au niveau de... D'accord, et puis les catalogues set-off, notamment ceux des constructeurs français. Et puis les kilométrages, les couples durée-kilométrage ne sont pas les mêmes. Quand on fait le bon conseil, en règle générale, on s'aperçoit que le couple durée-kilométrage sur un plug-in hybride n'est pas le même que sur un véhicule thermique, essence ou diesel. Et du coup, la discussion qu'on a avec les clients, elle se base aussi là-dessus. Avant, il y avait un schéma assez standard, c'est du 36-90, j'exagère un peu quand je dis ça. Ça, c'est plus vrai. Les utilisateurs et nos clients eux-mêmes se posent cette question-là en disant quel est le bon calibrage? C'est moins. C'est moins. C'est moins. C'est moins en durée et moins en kilométrage. Non, la durée reste la même, mais le kilométrage s'adapte effectivement en fonction de l'usage. Quelqu'un qui est en plug-in hybride, pour le bon choix, il faut effectivement avoir un kilométrage qui soit inférieur aux normes traditionnelles. Sinon, il est probablement plus intéressant de passer sur du thermique. Et puis, il faut pouvoir recharger aussi. Ça, c'est aussi la première chose. C'est-à-dire les hybrides rechargeables, il y a la nécessité aussi de pouvoir se recharger pour bénéficier pleinement aussi des économies. Absolument. D'avoir un hybride rechargeable. Absolument. Sinon, ça risque de coûter plus cher à l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut rendre les choses simples. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire en formant nos équipes, en allant voir les clients. Et qu'on a notamment Nous, on a développé un badge et une solution qu'on appelle LeasePlan Charging, qui est un badge qui permet de pouvoir se recharger sur un réseau de 150 000 bornes en Europe, si je ne dis pas de bêtises, Catherine, 28 000 en France, parce qu'il faut être capable de se recharger au travail, à la maison, mais aussi en itinérance. Et il faut que ce soit le plus simple possible, parce que s'il faut s'amuser à avoir une palanquée ou un panel de cartes, et puis savoir si on a la bonne pour finalement pouvoir se recharger, ça devient un peu complexe. Et donc, on a développé cette solution-là pour faciliter l'usage et l'adoption vis-à-vis des collaborateurs sur ce type de produit. C'est une solution novatrice qui a l'effet justement sur 18 pays et qui permet là aussi d'assurer vraiment la mobilité de tous les conducteurs. Ce sont des recharges aussi forcément aussi sur des chargeurs aussi rapides. Donc vous connaissez aussi. Donc, les Ionity, et puis les superchargeurs de Tesla, etc. Ouais. Est-ce que vous allez jusqu'à, comme font les constructeurs, jusqu'à aider ou accompagner les clients à l'installation de bornes de recharge dans les parkings des entreprises Absolument. Depuis 2 ans, c'est tout l'accompagnement aussi qu'on propose. Puisque, comme l'a dit aussi Cyril, je le confirme, ce sont des sujets vraiment très compliqués. Les entreprises n'étaient pas forcément préparées aussi à cette transition énergétique.
Donc c'est vraiment notre rôle aussi d'être en contact avec d'autres directions, comme les directions de la mobilité, des directions RSE, RSE, qui on va en s'impliquent parler justement un en plus en plus Mm. dans les décisions qui sont prises par les comités d'entreprise aussi, puisqu'il y a aussi les partenaires sociaux qui doivent aussi accompagner cette transition énergétique dans les solutions qui seront prises par leur direction. Donc ça, c'est aussi très important de le souligner, c'est qu'il y a vraiment en fait un mode projet qu'il faut inscrire dans les entreprises avec plusieurs contacts, plusieurs personnes pour prendre les bonnes décisions et surtout pour permettre des résultats durables. Alors, est-ce que vous allez également jusqu'à accompagner donc, les entreprises, certes, mais les collaborateurs des entreprises pour mettre une wallbox, enfin une prise de rechargement chez eux? Tout à fait. La solution justement novatrice, elle est justement pas seulement avec l'Eastplan Charging, mais elle est notamment dans l'accompagnement aussi des bornes de recharge en entreprise, plus à domicile des collaborateurs. Mais encore une fois, c'est lié aussi à la politique véhicule, aux décisions qui sont prises par l'employeur pour permettre justement voilà, que ça soit possible. Donc il faut environ en fait 1 an vraiment de réflexion, de discussion, d'évolution projet vraiment avec notamment les mobility managers ou les gestionnaires de flotte qui sont vraiment centrales aussi dans toutes ces décisions qui seront prises par leur direction. Alors, on a parlé on a ouvert la porte de la mobilité, plus large que le simple véhicule. Est-ce que les nouvelles mobilités, les formes de mobilité, les autres modes de déplacement que le véhicule, la micromobilité, les scooters électriques, etc., y compris la non-mobilité, c'est-à-dire le télétravail, est-ce que ça impacte le métier du loueur qui va peut-être mettre moins de véhicules à la route? Parce que les parcs vont, je pense, aussi se réduire en nombre. Et par rapport à ça, c'est quelque chose que vous subissez ou comment On est plutôt très très proactif. En tout cas, on a des dirigeants et des actionnaires qui nous poussent à justement aller de l'avant et être proactifs. On a des partenariats qui sont signés dans différents domaines de la mobilité qui ne sont pas uniquement sur la fourniture de véhicules avec des prestations et des services, qu'il s'agisse notamment de roues ou éventuellement de systèmes de... Oui, c'est avec vous, c'est CityScoot, c'est ça? Exactement, exactement. Ou que ce soit effectivement sur... avec des nouvelles formes de mobilité. Il y a notamment un constructeur asiatique qui s'appelle Geely qui développe un service de VTC sur Paris avec des véhicules qui ont un look britannique et pour lequel... Et qui sont électriques. Et qui sont électriques, en tout cas en partie électriques. Et donc effectivement, on est dans cette démarche avec eux également. Donc on investit chacun des sujets pour pouvoir apporter la réponse à nos clients. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on n'a pas forcément ça sur étagère, mais on va être aussi capable d'aller taper aux portes de personnes dont c'est la compétence même, parce qu'il y a vraiment des éléments qui sont clés et des choses qui sont à connaître. Et on fait en sorte de construire la solution qui soit la plus appropriée pour le client. D'accord. Sur l'ouverture du métier, comment vous voyez l'évolution du métier de gestionnaire de parc? Alors, on a les gestionnaires de parc, on a les travel managers dans les grands groupes, et puis dans certains plus grands groupes, on a un mobility manager, donc qui a la responsabilité des deux, qui sont à peu près les deux gros postes d'un point de vue financier dans les entreprises. Le gestionnaire de parc, il va continuer à s'occuper du parc. Est-ce qu'il va devenir mobility manager ou est-ce qu'il va être inclus dans un pôle mobility? Et au niveau de la décision et de la définition de la car policy, ça c'est pour la gestion, mais pour la définition de la car policy, est-ce qu'on va passer du service achat et RH au directeur RSE ou au directeur du développement durable? On verra tous les schémas, Yves. On verra tous les schémas parce que, en l'occurrence, selon la taille de l'entreprise, de l'appétence des dirigeants à vouloir aller plutôt dans telle ou telle direction, de la maturité aussi, c'est-à-dire la connaissance des produits qui existent, tout existe. Donc il n'y a pas un seul schéma directeur qui va arriver. Les plus aboutis seront dans ce que vous avez évoqué. Ça, c'est avec une réflexion sur la mobilité.
mais pas que, parce que certains, il y a juste besoin de fournir un véhicule pour pouvoir effectuer son métier et ça s'arrête là. C'est pas... Mais je veux dire, au niveau des grands groupes qui ont tous ou les grandes entreprises qui ont tous ces départements, est-ce que vous sentez une poussée, Catherine, de la RSE et du développement durable on voit dans depuis quelques années, effectivement, cette évolution et cette création aussi de direction de la mobilité, l'implication aussi, notamment des RSE. En fait, il n'y a pas... il faut bien comprendre qu'en fait, il va falloir que les entreprises, justement, se concertent beaucoup plus et que ça ne soit pas que le gestionnaire de parc, que le responsable des ressources humaines qui prennent justement des décisions de demain. Il faut vraiment que ça soit vraiment des décisions collégiales pour permettre, encore une fois, d'atteindre des résultats durables. Puisque c'est vraiment le tout juste équilibre qu'il faut trouver pour satisfaire les collaborateurs, respecter les budgets, les évolutions des budgets et vraiment réduire l'empreinte carbone, parce que tout le monde doit être acteur. Et les dirigeants encore plus. Alors on a beaucoup parlé d'entreprises. Est-ce que, je suppose que vous travaillez aussi avec les collectivités locales? Comment ça, c'est une toute autre approche? Ils ont aussi, alors eux, ils ont des obligations réglementaires d'achat, d'acquisition de quotas de véhicules propres. Mais sinon, au niveau de l'approche, on parle aussi de RSE, où on n'achète que des véhicules et puis on respecte les quotas dans les collectivités. Où est-ce qu'elles sont proactives? Alors, elles sont effectivement proactives, puisque là aussi, la loi LOM, la loi des orientations des nouvelles mobilités, impose justement qu'elles renouvellent, on va dire, une partie de leur parc en véhicules propres de façon plus rapide que le secteur privé. Donc forcément, ils se posent beaucoup de questions, on les accompagne aussi beaucoup, et c'est eux qui vont aussi donner l'exemple de cette transition aussi énergétique. Et puis justement, Macron a annoncé qu'il y aurait justement un avancement aussi de bornes de recharge d'ici 2021 à 100 000 bornes. Donc là aussi, on y croit beaucoup parce que, je suis plus encore une fois, sans point de recharge, voilà, la mobilité électrique aura beaucoup de mal en fait à augmenter. Non, je suis d'accord avec vous. Juste une réflexion, c'est il y avait déjà eu un plan Macron à 100 000 bornes il y a 2 ans pour 2022. Maintenant, il est passé à 2021. On est en 2020, à moitié de 2020. On a 28 000 bornes. Il va falloir tirer du câble, comme on dit. Il y a beaucoup de partenaires. Mais c'est évident. Mais puis les technologies vont évoluer aussi là-dessus, sur les modes de recharge et autres. En tout cas, nous, on pousse fortement pour ça. On milite pour la mise en place d'infrastructures. Donc on fait partie aussi de ces entreprises qui font ce travail d'évangélisation et de lobby pour pouvoir y arriver. Ça va jusqu'à travailler avec certaines sociétés qui étudient la recharge par induction, ce genre de choses, ou est-ce que vous avez connaissance là? Moi, j'ai pas ce type de connaissances. Peut-être qu'effectivement notre maison mère est en discussion sur ces sujets-là, mais là, j'ai pas de réponse à formuler là-dessus. Alors, LeasePlan est à l'origine une société néerlandaise, donc très mature pour tout ce qui est gestion de flotte, gestion de parc, avec des outils multimodaux. Est-ce que c'est quelque chose qui va se... Donc, on a parlé de la voiture, on a parlé de la micro-mobilité, des autres formes de mobilité, y compris de télétravail. Est-ce que vous allez travailler avec... entre guillemets, d'autres silos que l'automobile, c'est-à-dire avec les transports en commun, ou est-ce que est-ce que la France est suffisamment mature pour avoir des applications multimodales? Alors, ça existe, mais il n'y a pas la voiture qui est incluse dedans. C'est juste sur le transport et la micromobilité. Est-ce que demain, quand est-ce qu'on aura cette fameuse... cette appli masse. Oui, cette appli masse. Pour l'instant, notre premier, et ça touche un point qui est la digitalisation, notre premier chantier, c'est de faire les basiques et de servir au mieux nos clients. Et c'est pour ça que je disais, on est en train de renforcer les équipes, on est en train de faire en sorte de pouvoir être joignable à n'importe quel endroit, de n'importe où, avec n'importe quel outil, entre guillemets. Et donc, nous, on est rentré aussi dans une phase où on veut que la digitalisation et la crise qu'on vient de traverser ou qu'on traverse en ce moment n'a fait que confirmer l'axe stratégique de la boutique, qui est d'avoir ce qu'on appelle chez nous des customer journées, donc qui sont des outils qui permettent à nos clients, donc ce n'est pas encore tout de suite, on y travaille actuellement, qui permettent
de créer une car policy, de pouvoir commander son véhicule, de pouvoir effectuer ses demandes de maintenance, d'entretien et autres, tout en étant multi-device, comme en tout cas sur des multi-supports, d'être capable d'avoir des outils de reporting qui permettent de pouvoir regarder sa flotte, de pouvoir la piloter. Et donc on travaille sur toute cette phase. Donc je dirais que pour l'instant, la première chose qu'on veut faire, c'est déjà de bien faire cette partie-là du métier, où on veut une expérience qui soit sans couture et qui soit la plus souple possible et simple vis-à-vis du client. On a encore du boulot, hein, très clairement, puisque Paris, c'est pas fait en un jour. Mais en tout cas, la phase qu'on vient de traverser a montré, et notre maison mère nous pousse à aller beaucoup plus vite dans la mise en place de ces outils-là. Donc ça va arriver, et ça va arriver plus vite, finalement, que ce qu'on avait prévu. Après, ce qui est important aussi, puisque là aussi, c'est de répondre aussi à nos clients. Nos clients, effectivement, souhaitent qu'on assure la mobilité de leurs collaborateurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, hein, on a des solutions alternatives de mobilité, comme par exemple la courte durée, la moyenne durée. Et on a justement aussi ce créneau aussi de se diriger aussi vers la LLD VO, qu'on a lancé déjà depuis quelques années. Donc ça va être justement des leviers, faire une location longue durée un peu moins chère. Absolument, et qui vont aussi s'intensifier dans les années à venir. Ça, on y croit beaucoup, parce que là aussi, c'est des leviers aussi de mobilité pour leurs conducteurs supplémentaires. Alors, vous m'avez tendu la perche. Est-ce qu'on va aller jusqu'à la location longue durée à particulier, puisqu'on se déplace aussi bien à titre professionnel qu'à titre personnel? Est-ce que c'est quelque chose c'est quelque chose sur lequel nous, on travaille. Hein. Très clairement, c'est quelque chose, c'est un produit qu'on propose déjà. Donc, les constructeurs le font par l'intermédiaire de Locaptive. On le propose également. C'est quelque chose qui est extrêmement développé dans les pays du Nord, plus qu'effectivement, ça ne peut l'être, notamment dans les pays du Sud. Donc oui, c'est un des axes de développement, notamment parce que on a des partenariats avec des partenaires qui ont accès à des millions de clients et qui viennent nous voir pour ce qu'on est capable de faire et donc qui nous sollicitent pour leur apporter des solutions sur de la location longue durée à particulier. Parce que demain, on peut imaginer aussi, de manière assez forte, puisqu'on parle de mobilité, que les entreprises alloueront un budget mobilité et qu'à l'intérieur de ce budget mobilité, il y aura tout. Hein. Je pourrais utiliser pour l'avion, je pourrais utiliser pour le train, je pourrais utiliser pour le scooter, la voiture et tout ça. Et donc, il faut être prêt sur ces éléments-là. Donc oui, on est sollicité, on est déjà effectivement acteur de cette LLD le fameux plan cafétéria, comme ils disent en Belgique, qui est leur budget mobilité spécifique. On a parlé un petit peu on va attaquer parce qu'on est à 32 minutes, on va attaquer les questions des internautes, mais je vais poser la première. On a parlé des constructeurs. Est-ce que les constructeurs qui ont un petit peu de mal avec, financièrement, à vendre des voitures, est-ce que alors, les constructeurs et les loueurs sont à la fois, les loueurs sont à la fois les clients et des concurrents. Enfin, chacun voit vous travaillez ensemble, mais est-ce que ils ont aussi des captives? Est-ce que vous n'avez pas peur que les constructeurs reviennent un peu plus sur le service et sur le financement parce qu'ils vont moins vendre ou vendre différemment des voitures? Mais on travaille ensemble. Je pense que c'est le point qu'il faut avoir en tête. Pour nous, et c'est clair dans notre tête et dans notre volonté, c'est un partenariat. On fait partie de la filière automobile. Ensuite, on n'apporte pas forcément les mêmes services que ce que peuvent apporter des captives ou des constructeurs. Et puis, les besoins des clients ne sont pas les mêmes. Oui, beaucoup de constructeurs sont multimarques, mais quand on fait une car policy, même au sein d'un même groupe, tous les véhicules ne répondent pas aux mêmes besoins du client, et puis surtout, y compris au même moment. Donc, parce qu'il faut des véhicules pour les dirigeants, il faut des véhicules pour les commerciaux, il faut des véhicules pour les agents d'entretien, il faut des véhicules utilitaires. Les gammes ne sont pas les mêmes, les périodes de renouvellement ne sont pas les mêmes. On a des produits, on a évoqué, hein, on fait de la moyenne durée, on fait de la LLDVO, on fait aussi effectivement des produits avec des niveaux de flexibilité qui n'existent pas toujours au sein des captives. Pour pouvoir répondre justement au plus juste et aux besoins de nos clients. On parlait de grille de fluidité, par exemple. Bon, voilà, ça fait partie effectivement. Donc, on est complémentaires. On est complémentaires et on sert la filière automobile. Ok. Brice, on a des premières questions, si tu veux bien.
Bonjour à tous. Alors, vous avez répondu à une partie des questions des internautes, mais il y en a encore quelques-unes. Vous avez beaucoup parlé des véhicules électriques, de l'électrification de votre flotte, mais qu'en est-il des véhicules à hydrogène, que beaucoup pensent être aussi une solution propre pour l'avenir? Oui, tout à fait, parce que l'hydrogène fait partie effectivement des véhicules propres, et notamment dans le cadre de la loi LOM. Donc pour répondre concrètement en fait, à votre question, déjà, tous les constructeurs ne peuvent pas malheureusement répondre à cette technologie. Donc on la suit de très près parce qu'on sait pertinemment que cela peut répondre en fait à des besoins que peuvent avoir nos clients. Je pense notamment les clients qui avaient un frein, ne serait-ce dans l'autonomie en fait, du véhicule. Ce qui est certain, c'est que l'hydrogène peut effectivement répondre à cette problématique, puisque voilà, l'autonomie est beaucoup plus importante. Répondre aussi à l'objectif de réduction d'empreinte carbone, c'est certain également. Le seul frein aujourd'hui qu'il peut y avoir, c'est le manque d'offres aujourd'hui, qui n'est pas suffisante. Et puis surtout aussi la recharge, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de stations justement à hydrogène en France, même si ça va évoluer. Et puis, on le pense aussi. Il n'y aura pas de solution unique, c'est-à-dire il y aura probablement de l'hydrogène, de l'électrique, du thermique. Si on regarde au niveau mondial, de toutes les façons, les maturités des pays ne sont pas les mêmes, les taux d'équipement ne sont pas les mêmes. Voilà, mais l'hydrogène, pour l'instant, il y a très peu d'offres. Donc oui, c'est une solution, mais qui nécessitera à nouveau un réseau, d'avoir de l'offre. En tout cas, on est prêt. Oui, qui répondra en fait à un usage, ça c'est certain. Donc on est là pour accompagner aussi cet usage. Pas de souci. Un internaute voulait savoir si vous travaillez avec des startups sur des services, par exemple. Bon. Quel type de service? Service en général? Oui, en général. De manière assez simple. Quand on se pose une question et qu'on ne l'a pas en boutique, on va voir ce qu'il y a sur le marché et on commence à rentrer en relation avec les personnes pour pouvoir, encore une fois, et c'est notamment tout le job aussi des équipes de Catherine avec nos équipes commerciales, c'est que voilà, on a un client qui nous exprime un besoin, c'est pas quelque chose qui est dans le catalogue que l'on a, mais on va le chercher et on va creuser et on va regarder ce qu'il est possible de faire. Et puis on a notre maison mère qui, elle, par contre, travaille pas mal et est en contact, toujours à l'écoute de ce qui se passe et comment les choses évoluent. En fait, LeasePlan, c'est une grosse start-up mondiale, quoi. Oui, il y a en fait, et puis en France, on est une PME internationale, j'aurais tendance à dire. Je pose des droits sur le slogan. Oui, mais Tout à fait, ça marche, faites bien. ça marche, c'est noté. Il faut que j'avertisse le patron, je le sache. Autre question, chez LeasePlan, avez-vous une réflexion par rapport aux voitures autonomes? Alors oui, absolument, parce que les voitures autonomes, là aussi, font partie, bien évidemment, de la mobilité. Donc on est prêt aussi à pouvoir tester, quand on aura l'opportunité, des véhicules autonomes. Je pense beaucoup, parce que c'est vrai que dans le secteur du transport, notamment, ça commence à bien prendre aussi cet engouement. Donc oui, on y croit et on réfléchit dessus. Il y a une récente étude, notamment aux Pays-Bas, qui a montré, mais c'est vrai qu'effectivement, les pays du Nord sont parfois en avance sur ces sujets-là, mais qui a montré qu'il y avait une adoption du véhicule électrique qui avait accéléré et qui était plus forte, mais également une adoption du véhicule autonome. Donc c'est quelque chose qui rentre dans les habitudes. Autre question, croyez-vous encore à l'avenir de la voiture individuelle? Question un peu qui taquine, mais... Mais qui taquine pas, la réponse c'est oui aussi par rapport à ce qu'on vient de faire. Il y a la voiture, je pense, restera de toutes les façons toujours aussi un objet plaisir pour certaines populations. Et puis, si vous regardez en ce moment ce qui se passe dans les concessions automobiles, il y a beaucoup de sollicitations. Alors, il n'y a pas qu'un phénomène de rattrapage. Si on regarde le marché du véhicule d'occasion, beaucoup de gens recherchent un véhicule d'occasion à petit prix pour effectuer leur déplacement. Parce que, à tort, à raison, peu importe, chacun prend sa décision. Ils se sentent plus en sécurité en voiture que parfois en transport en commun. C'est un tout, mais on est là pour répondre à tous les besoins des clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Alors, on a évoqué les véhicules autonomes. C'est un atelier qu'on aura cet après-midi avec des gens notamment de chez VDCom, l'Institut de recherche.
Il y a plein de choses à dire intéressantes. C'est clair. J'ai même lu récemment qu'aux États-Unis, certains se posaient la question de remplacer le véhicule autonome par un robot conducteur dans un véhicule traditionnel. Donc toutes les pistes sont évoquées, donc c'est très intéressant. En tout cas, on voulait vous remercier, donc Catherine Mine et Cyril d'être venus Merci à vous. parler de la location de longue durée et puis de votre maison LeasePlan. Voilà, un grand merci à vous. Merci à vous, Avec merci à plaisir, votre écoute. merci à vous.